Le bluff doit-il encore faire partie du cyclisme moderne? C'est la question qui nous animera aujourd'hui dans le coup de barre de Radio Fringale. Nous discuterons pour cela de la culpabilité éventuelle du coureur équatorien Richard Carapaz dans une affaire non moins polémique. Je parle bien sûr de son fameux coup de bluff lors de la 17e étape du Tour de France 2021. Alors sans plus tarder, le contexte. Cette 17e étape entre Muret et Saint-Lary-Soulan avec une arrivée en haut du col du Portet est présentée comme l'ascension reine de ce Tour 2021. 16 km à près de 9% avec une arrivée sur le point le plus haut de ce Tour de France. Enchaîné évidemment juste après Perresourde et le col de Val-le-Rond d'Azet. Alors au départ, il faut se rappeler que Pogačar a déjà 5,18 sur Rigoberto les grosses lunettes et il cumule aussi 5,30, on le verra, c'est important, sur Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. Alors le déroulé de cette étape, on retrouvera évidemment jour de 14 juillet 3 Français à l'avant, Godon, Turgis et Pérez, et qui vont se foutre toute la journée de belles peignées et c'est plutôt joli à voir. Du côté des favoris, jusque-là tout est normal, Guillaume Martin et Enric Mas lâchent à 11 bornes de l'arrivée sur une simple accélération du coéquipier de Pogačar, Rafał Majka. Poggi lui-même attaque au moment où Majka s'écarte à 8 km du sommet et là ça écrème fort. Dans un premier temps, il n'arrive à accrocher que Jonas, Carapaz, Castroviejo, Rigoberto et O'Connor. Notons qu'à ce moment, et ce sera important pour le débat, Richard ne doit alors son salut qu'à Castroviejo. Il est alors le seul coureur à encore avoir un équipier à ses côtés. Le Slovène accélère à nouveau et Rigoberto, fidèle à lui-même, finit par céder. Seuls Jonas et Carapaz réussissent à rester dans la roue et c'est là que l'Équatorien va commencer à faire parler de lui. Jonas prend tout de suite des relais avec Pog et on voit ce groupe de 3 se constituer pour encore 7 km d'ascension. Une belle bagarre s'annonce, direz-vous. Mais enfin, un groupe de 3, ils sont plutôt 2, parce qu'ils vont être que 2 à prendre les relais. Pogačar remet une saignée à 5 km du sommet et l'Équatorien semble alors ne pas pouvoir prendre le moindre relais. Il s'accroche comme il peut et ça grimace. La victoire d'étape semble alors être destinée soit à Vingegaard, soit à Tadej. Finalement, et c'est là le plus intéressant, c'est à 1,3 km de l'arrivée que le Chicos décide d'attaquer, coup de bluff ultime, alors qu'il avait le boyau du Danois dans les joues depuis 15 bornes. Cette tactique semble payante dans un premier temps, puisque Poggi est le seul à pouvoir suivre l'Équatorien, et Vingegaard perd alors une cinquantaine de mètres. La tactique ne sera finalement pas payante, puisque le Danois revient au train, alors que Pog met tout le monde d'accord et va remporter sa deuxième étape sur le Tour. Carapaz finit bon troisième à une dizaine de secondes du vainqueur du jour. Bref, vous l'aurez compris, c'est une étape qu'on n'est pas prêt d'oublier. Pour cette bataille avec le futur podium à Paris, pour l'arrivée quasi inédite au sommet du Portet, et pour ce coup de bluff ultime de Carapaz. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un coup de bluff? Et si oui, l'attitude de Carapaz est-elle justifiée et justifiable? Messieurs, dames, les jurés, ce sera aujourd'hui votre tâche que de trancher. Pour vous aiguiller dans cette quête de justice, l'accusé Carapaz aura droit à une défense, en la personne de son avocat, j'ai nommé Maître Adrien. Il ne répondra ici qu'à la réquisition du procureur Latorne, bien connu des procès à charge contre les coureurs sud-américains. Messieurs, à vos plaidoiries, prêts, partez, et c'est Adrien qui commence. Mesdames et messieurs les fringaleuses et fringaleux, chers citoyens du cyclisme, monsieur le procureur, monsieur le juge. J'ai bien pris note de la plainte adressée envers mon client, monsieur Richard Carapaz, le grand coureur équatorien de la formation Ineos. Que lui est-il reproché? D'attaquer. Nous vivons dans un bien drôle de monde qui consiste à poursuivre un attaquant dans le coup de barre, alors qu'il y a quelques années, un coureur comme Rigoberto Urán était poursuivi pour ne pas l'avoir fait. Mais, puisque nous sommes ici, et que tel est le fonctionnement de la justice cycliste, je vais vous expliquer pourquoi il est inconcevable de s'en prendre à monsieur Carapaz pour les faits qui lui sont reprochés sur la fin de la 17e étape du Tour de France 2021. Le but d'une course de cyclisme, n'est-il pas de la gagner en arrivant le premier sur la ligne? Quand il s'agit d'exprimer le cyclisme, le cyclisme à une personne qui n'y connaît absolument rien, ne dites-vous pas qu'en restant dans la roue de quelqu'un, vous faites beaucoup moins d'efforts et que cela vous permet d'économiser de l'énergie en vue du final? Je ne vous ferai pas l'affront ici de vous expliquer les bases d'une course en peloton, mais j'aimerais que vous ayez bien cela en tête, sachant que le but est de gagner. N'est-il pas juste de faire tout ce qui est possible, et permis bien sûr, pour gagner? Qu'a fait monsieur Carapaz d'interdit? Je comprends que beaucoup préfèrent voir du panache,
des gros relais partagés, des attaques tous les 200 mètres. Mais encore faut-il en avoir les moyens. N'avions-nous pas tous la preuve, après 17 étapes, que Tadej Pogačar était largement le plus fort sur cette grande boucle, et que le relayer à l'avant de la course était tout simplement du suicide, si la victoire d'étape était l'objectif, que l'attaquer à plusieurs kilomètres de l'arrivée revenait à mettre un coup de couteau dans une purée? Voilà pourquoi il y a une différence d'attitude entre Vingegaard et Carapaz sur le final de ce col de portée. Le Danois devait s'assurer son premier podium en grand tour, en mettant le plus loin possible Rigoberto Urán, alors un danger. Carapaz a déjà remporté un Tour d'Italie, et fait un podium sur la Vuelta. Ainsi, la pression d'un podium était moins importante pour l'équatorien que pour le coureur de la Jumbo. Et une victoire d'étape était pour lui, à ce moment précis, plus grandiose à conquérir. Quoi de plus logique dans ces cas-là que de laisser travailler ceux qui ont des intérêts plus grands à distancer les poursuivants? Et peut-on reprocher à ceux qui ne se préoccupent pas des coureurs situés à l'arrière de regarder vers l'avant et de viser une étape? Ils ne pouvaient de toute façon plus gagner le tour, car personne n'a pu lâcher Pogačar à la pédale, à part notre adversaire danois quelques minutes sur le Ventoux. N'était-ce pas, ainsi, le choix de la raison, de tout simplement s'économiser en espérant avoir un peu plus de force que ses adversaires sur la fin? Toute personne ayant déjà fait du vélo le comprendra. Ce qui est reproché à mon client est insupportable. L'accusation essaie de le faire passer pour un suiveur, quelqu'un qui rechigne à être offensif et à prendre des risques. Pouvons-nous nous rappeler de quelle façon il a remporté les Jeux Olympiques dans la semaine suivant le Tour de France? En portant pas une mais plusieurs attaques, alors qu'il se trouvait avec les meilleurs coureurs du moment. Comment s'est-il paré de rose sur le Giro 2019 pour ramener cette précieuse tunique à l'arrivée finale de Vérone? En attaquant bien sûr, sur plusieurs étapes, et en étant tactiquement tranchant face à Nibali et Roglic. Cataloguer M. Carapaz dans la catégorie des suiveurs est une attaque sévère envers le cyclisme moderne. Je pense finalement que ce qui est reproché à ce champion qu'est Richard Carapaz, c'est d'être fort tactiquement, de se diversifier dans ses stratégies et de tenter des coups auxquels ses adversaires n'auraient pas pensé. Pour moi, c'est ça être un grand cycliste. Mais pour l'accusation, être un tacticien doit être un concept trop abstrait ou trop éloigné de leur réalité cycliste. Invoquer la beauté du cyclisme, pour accuser un homme qui participe à le rendre beau à voir, voilà dans quel débat nous sommes enfermés aujourd'hui. Et je terminerai cette partie par une question qui vous amènera à réflexion. N'était-ce pas la meilleure solution, en 2021, pour essayer de battre Tadej Pogačar? Tous ceux qui l'ont relayé corps et âme n'ont jamais pu dépasser son pédalier dans les derniers mètres. Merci Maître Adrien pour cette plaidoirie. Je laisse maintenant la parole au procureur Latorne. Monsieur le Président, chers auditeurs, Maître Adrien, je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis ici en tant que procureur, et je vous remercie de me donner la parole en ce jour. Procureur qui défend l'intérêt du cyclisme et également, par la même occasion, l'intérêt de Monsieur Vingegaard. Avant d'exposer mes arguments, je vais d'abord répondre à votre question, Maître Adrien, puisque vous avez décidé de terminer votre plaidoyer sur celle-ci. Ma réponse est non, et preuve en est, il me semble que Monsieur Carapaz n'a, à ce jour, pas ramené la victoire au sommet du col du Portet, et qu'il n'a même pas réussi à dépasser Monsieur Vingegaard, mon client. Cette affaire, qui n'est pas passée inaperçue aux yeux des connaisseurs, reste une affaire de fond, avant d'être une affaire de forme, et va au-delà de la simple stratégie de cyclisme. Avant de rentrer dans les détails et de vous démontrer par des preuves matérielles comment M. Carapaz a abusé de M. Vingegaard Rasmussen, je vais vous parler du fond, je vais vous parler du sport. Du sport qui nous fait nous lever le matin. Du sport qui nous fait nous enfermer en juillet, alors que la douce chaleur estivale nous suggérerait plutôt une petite sortie dans un lac de moyenne montagne qui serait bien plus bénéfique pour nos esprits, notre récupération et même notre couple. Mais nous sommes là, présents, derrière nos petits écrans, à attendre de voir les exploits de nos Avengers, nos X-Men, nos mythes modernes. Le sport, c'est beau. Le sport, c'est grand. Le sport, c'est esthétique.
Non, je ne parle pas de couleur de maillot, de guibole bien rasée ou de contours tracés au rapporteur, n'en déplaise à nos amis footballeurs. Je parle du beau coup de pédale, je parle de panache, je parle de dépassement de soi, je parle de grimace à faire passer Jim Carrey pour un acteur de Plus belle la vie. Tous ces moments qui, depuis notre tendre enfance, nous ont fait préférer le vélo aux bagnoles et Sylvain Chavanel à Hatem Ben Arfa. Dans cette beauté manifeste, les hommes tutoient le divin. Le résultat n'a plus forcément d'importance. Seul le rêve compte. Andy Schleck a-t-il sucé la roue du pistolero sur ces mêmes pentes pyrénéennes il y a quelques années de cela? Ce même Alberto avait-il suivi Rasmussen bien gentiment pour essayer de le sauter sur la ligne alors que nous n'avions pas encore de barbe? Non. Ils ont passé les relais, ils ont attaqué et ils ont brillé par leur panache. Monsieur le Président, chers auditeurs jurés, ce qui s'est passé sur cette 17e étape du Tour de France 2021 est une démonstration de lâcheté. Tout ce que l'on ne veut pas voir dans notre sport. Monsieur Carapaz ne s'est pas contenté de suivre à bout de force espérant seulement conserver une place au général. Non, il s'est vilainement accroché à tout ce qui pouvait être vivant, tout ce qu'il y avait de beau, dans cette montée, comme un parasite s'agripperait jusqu'à la dernière succion sur l'autre qui l'habite. Comme l'a dit un grand homme, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais ne vous inquiétez pas, chers jurés auditeurs, cet énergumène a déjà été puni, car à ce petit jeu, il a fini dernier du trio. Et comme l'a dit un autre grand homme, bike, don't lie, bitches. Merci, procureur Latorne, pour cette réquisition. Je laisse désormais la place à Maître Adrien pour vous apporter réponse. Je voudrais d'abord répondre au procureur Latorne, qui visiblement est beaucoup dans l'émotion, dans une tentative de toucher le public aujourd'hui, mais pas vraiment de faits avancés. On nous parle de Schleck Contador, de Rasmussen Contador, mais le contexte était totalement différent. Les deux se battaient à l'époque, les duos, pour la victoire finale du Tour de France. L'affaire qui nous amène aujourd'hui à discuter n'a rien à voir avec une victoire finale du Tour de France, c'est une victoire d'étape. Et là, les enjeux sont différents. Et vous savez très bien que dans une course cycliste, c'est ce qui fait sa beauté, c'est que les enjeux sont différents. Et parfois, il y a une collaboration, tout le monde va dans le même sens, et parfois non. Et c'est pour ça qu'on aime le vélo. Et si, pour avoir plus d'éléments encore sur le sujet, nous nous intéressions à ce que Tadej Pogačar, acteur majeur de ce fait de course, pense de l'attitude de mon client. On pourrait, au vu de ce qu'avance l'accusation, voir le champion slovène excédé, hors de lui du fait des agissements de M. Carapaz. Pourtant, il n'en est rien. C'est une tactique comme une autre dans le cyclisme, a même dit le maillot jaune dans la conférence de presse d'après-étape. Comment peut-on alors s'offusquer d'une tactique de course alors que la personne qui devait être battue estime que c'était loyal? Tadej Pogačar connaît les finesses tactiques de mon client. Et il en a même échangé dans l'ascension avec M. Vingegaard. Le maillot jaune en était conscient, et je le répète, ne voit aucun problème là-dedans. On savait que Richard Carapaz bluffait, a réagi le Slovène. Chacun applique sa propre tactique, je m'attendais à quelque chose. Mais je ne vois aucun problème à ce que les autres coureurs m'attaquent. C'est une course! Oui, monsieur Pogačar, vous avez raison, c'est une course. Et le but est de la gagner, pas de faire n'importe quoi tactiquement. Richard Carapaz visait le podium du Tour et une victoire d'étape. Il n'était pas là pour le prix de la combativité destiné aux relais éphémères et aux offensives perdues. Sur la Vuelta 2020, le coureur équatorien est en retard sur Primož Roglič au général. Il n'a alors pas hésité à attaquer pour reprendre du temps, et ce plus d'une fois. Car ce jour-là, l'objectif était de remporter le Tour d'Espagne. Et c'est sur ce point qu'il faut insister. Il ne faut pas se tromper en accusant à tort des coureurs sans saisir pleinement leurs objectifs. Car de là découlent les attitudes en course, les stratégies d'équipe et la tactique individuelle. Et c'est cela, messieurs, dames, une course de vélo. Lors d'une course cycliste, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Pourquoi? Parce que, dans la roue d'un coureur, vous fournissez moins d'efforts. Vous gardez plus de force que le coureur qui roule devant vous. Si ce dernier est plus fort, n'est-ce pas une tactique judicieuse pour tenter de le vaincre? N'est-ce pas ce que font le plus souvent les vainqueurs, en s'économisant un maximum dans les roues de leurs équipiers ou de leurs adversaires? Heureusement en cyclisme,
Ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Et je le répète, quel ennui nous aurions si c'était le cas. J'entends encore les personnes qui se plaignaient de la domination de Pogačar en juillet dernier. Un de ses plus coriaces adversaires tente un coup de bluff pour le vaincre. Et tout le monde s'emporte contre lui. Allons, il va falloir accentuer les efforts sur les cours de bon sens et de tactique dans les écoles de cyclisme, que je salue, au passage, pour leur travail quotidien. Mais je digresse. Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que le but d'une course cycliste n'est pas de faire plaisir aux adversaires et au public en roulant corps et âme en tête de groupe sans réfléchir. L'objectif d'un grand leader, tel que Richard Carapaz, est de gagner. Tout simplement, lever les bras, la joie ultime du coureur cycliste. Accuser de la sorte un garçon qui a obtenu ses plus grandes victoires en attaquant est un scandale. Se sachant moins fort avec ses jambes, il a essayé de se servir de sa tête. Je sais que cela choque certains cyclistes, mais c'est possible. Alors, mesdames et messieurs, faites preuve de bon sens en acquittant Monsieur Carapaz, qui saura encore vous faire vibrer ces prochaines saisons. Merci, maître. Procureur Latorne, vous avez la parole. Je vais me permettre de répondre à Maître Adrien. Si l'on m'accuse d'être dans l'émotion, peut-être que Maître Adrien devrait-il s'y mettre également, s'il ne comprend pas l'ironie dans les propos de Tadej. Il me semble même que lorsque l'on regarde Tadej Pogačar échanger avec Monsieur Vingegaard lors de la montée, il sourit en parlant du bluff de Pogačar. L'ironie de la situation, de Pogačar, pardon, de Carapaz, l'ironie de la situation nous montre bien à quel point tout le monde, et même les grands champions, étaient un petit peu excédés par l'attitude de Monsieur Carapaz. Puisque l'on m'accuse d'être dans l'émotion, laissez-moi maintenant apporter des chiffres. Car je pense qu'il ne faut pas s'y tromper, et que Maître Adrien, visiblement fin tacticien, essaye de nous expliquer que que Carapaz était là pour gagner cette étape. En revanche, il ne l'a pas gagné, et moi je pense qu'il était plutôt là pour assurer son podium, et ce, sur le dos de Monsieur Vingegaard. Passons aux chiffres. Au matin de cette 17e étape, voici les 5 premiers du classement général. Premier, Tadej le Grand. Deuxième, Rigoberto les grosses lunettes à 5 minutes 18. Troisième, Jonas Vingegaard Rasmussen à 5 minutes 32. Une seconde plus loin, Monsieur Carapaz. Et cinquième, à 5,58 du Grand Tadej, Ben O'Connor. Alors que notre trio s'extirpe dans la montée du Portet, Monsieur Carapaz, voyant Rigoberto et Ben O'Connor en difficulté, aurait tout intérêt à prendre les relais pour essayer de distancer ceux qui pourraient le rattraper dans le chrono final de cette édition du Tour 2021. Le tout s'appuie notamment sur le souvenir du dernier Tour de Suisse où il avait pris plus de 50 secondes par rapport à Rigoberto Urán sur un contre-la-montre. Mais au lieu de ça, au lieu de suivre le flot de la course, la logique sportive, il préfère bluffer et abuser de Jonas Vingegaard, le laisser faire le sale boulot. Puisqu'après tout, s'il était si fort pour gagner, Monsieur Carapaz, et puisqu'il a toujours eu l'habitude d'attaquer pour gagner, même Primož le Cadet, qui jusqu'à maintenant reste, pour les amateurs de cyclisme, le plus grand rival de Pogačar, peut-être même le seul capable de le vaincre. Ne dit-on pas que l'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre? Ne vous y trompez pas, messieurs les auditeurs jurés, monsieur le président. Richard Le Vislard, non content d'acquérir les 2 premiers, lorgnait également sur le derrière de la crémière en attaquant aussi sauvagement à 1 km de la ligne pour s'attribuer une victoire qui, même s'il avait été intelligent, comme Maître Adrien le prétend, aurait été une victoire de second rang. Et ce n'est pas tout. Comme les chiffres ont pu le démontrer, il a allègrement profité du travail de M. Vingegaard Rasmussen, puisque le soir même, il avait repris 1 minute 30 à Rigoberto les grosses lunettes et pointait enfin sur le podium du Tour, chose qui, malgré ses pseudo-exploits des années précédentes, il n'avait encore jamais réussi. Cette situation en aura retourné plus d'un. Et même, comme nous pouvions le dire, si Tadej le Grand préférera expliquer sournoisement qu'il avait tout compris du bluff de l'équatorien, et que celui-ci était grotesque, Monsieur Vingegaard dira lui, non sans un certain humour sympathique qui le caractérise, s'il m'avait dit qu'il avait besoin d'un orthodontiste, je lui aurais indiqué l'adresse d'un très bon spécialiste. En revanche, je ne suis pas sûr que sucer les maillons de ma chaîne pendant tout le portet lui permette de retrouver un sourire Colgate. Non, 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 n'éclatez pas de rire, nous sommes ici dans un tribunal et nous jugeons un être qui fait du tort au cyclisme. Enfin,
Pour lui trouver des excuses, nous pourrions dire que Monsieur Carapace pâtit de son éducation. Ses années chez Movistar, équipe qui se met à rouler lorsqu'un adversaire tombe, aurait fait de lui un coureur fourbe. Peut-être. Mais il est parti chez Ineos, anciennement Sky, qui, bien que l'on puisse leur reconnaître de nombreux maux, sont loin d'être une structure où l'on apprend à gagner sans panache, comme nous avions pu le voir dans les années précédentes. Je vais me permettre de conclure mon plaidoyer. Comme vous l'avez compris, si la stratégie de M. Carapaz avait été la bonne, il aurait gagné. Et peut-être qu'on aurait dit que son coup de bluff était du génie. Malheureusement, il n'a pas gagné. Il a fini 3e. Et les faits qui accusent M. Carapaz sont graves aujourd'hui. Ratonnage en règle de relais, caractère antisportif, humiliation de grand champion. La question est la suivante, et je vous la pose. Quelle image veut-on pour notre sport ? Celle d'un coureur censé être un génie tactique, capable d'utiliser les autres pour arriver à ses fins sans aucun remords ? Et quand je dis à ses fins, visiblement, ce n'a pas été le cas non plus. Ou celle de coureurs dignes, respectueux et pleins de panache, capables d'aller au bout d'eux-mêmes en ne comptant que sur leur courage et les encouragements de la foule. Si les enfants que nous étions sont devenus fans de la petite reine, ce n'est pas parce qu'ils ont vu leur héros de jeunesse capable des pires fourberies, mais parce qu'ils se sont identifiés à leurs exploits. Je suis d'accord avec vous, maître Adrien, et c'est bien seulement sur ce point. Monsieur Carapaz a montré qu'il pouvait être un coureur correct, capable de coups d'éclat dans le respect du sport, comme lors des Jeux Olympiques. C'est pourquoi nous ne demandons pas un bannissement à vie de nos compositions Cycling Fantasy. Le parquet requiert un bannissement de 4 mois des compositions de l'ensemble des auditeurs de Cycling Fantasy et de l'équipe, des auditeurs de Radio Fringale et de l'équipe Radio Fringale pour Cycling Fantasy. Ce qui ne l'exclurait pas du Giro, mais lui permettrait d'être sélectionnable pour les 3 grands tours de cette année. En revanche, nous demandons la plus grande fermeté envers ce type de comportement, en amenant 8 mois de sursis en cas de récidive sur le début de saison, ce qui l'amènerait à être banni de nos compositions pour l'ensemble de l'année 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous saurez faire triompher la justice. Merci, procureur Latorne, pour cette réquisition tout en retenue. Je donne maintenant la parole à maître Adrien pour conclure sa plaidoirie qui, je l'espère, comportera plus de dignité. Je vous remercie, monsieur le juge. Malgré les tentatives d'humour du procureur Latorne, qui d'ailleurs fait des liens et des comparaisons somme toute surprenantes. Vous comparez l'époque où la Sky faisait preuve de panache, mais ils étaient tout simplement plus forts. Et c'est ça que j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Richard Carapaz n'était pas plus fort que Tadej Pogačar. Vous nous faites des explications tactiques que je dirais à côté de la plaque. Assurer un podium. Mais s'il avait voulu assurer un podium, il aurait roulé. Le podium était au bout. C'est pour tous ces éléments que je vous ai cités précédemment que je demande à ce que mon client soit acquitté. Et je voudrais terminer avec une nouvelle citation de Tadej Pogačar. Nous étions 3, tout le monde voulait lâcher les autres et gagner. Chacun joue sa tactique, je n'ai pas de problème avec ça. Au contraire, j'aime quand ça attaque. Et il y a eu une attaque. Je vous remercie. Merci, maître Adrien, pour cette réquisition finale. Merci, procureur Latorne. Chers auditeurs, chères auditrices, vous allez désormais pouvoir voter et décider du sort de Richard Carapaz via un lien dans la description de la vidéo. Vous aurez donc droit à parole dans ce débat et décider si Richard Carapaz doit écoper d'une condamnation telle qu'elle a été demandée par le procureur Latorne, très ferme, d'une condamnation plus souple, avec du sursis, ou alors être acquitté comme le demande son avocat, maître Adrien. Nous clôturons donc ce coup de barre de Radio Fringale. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce tout nouveau format vous a plu. N'oubliez pas de voter pour décider du sort de Richard Carapaz. Vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien et puis vous remplissez le petit questionnaire. Également, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un petit like, ça nous aide énormément pour le développement. Pareil, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur la chaîne
Radio Fringale, hein, la page est facilement trouvable quand vous tapez ça dans la barre de recherche. Enfin, je remercie Philou pour tous ces visuels qui nous permettent de développer la chaîne. Le petit logo là pour le coup de barre, c'est top, vous l'entendez jamais, mais sachez qu'il fait un travail de dingue. En ce mois de décembre, le froid arrive, la neige est là, alors n'oubliez pas de vous alimenter car derrière les gros coups de barre, la fringale guette. Prenez soin de vous, Harvey la compagnie.